Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les potagers du roi à Versailles, non loin du château de Versailles que vous connaissez tous. Pour vous situer, les potagers du roi se trouvent proches de l'orangerie et sont visitables hors Covid. Tout d'abord, peut-on parler des jardins sans parler de Versailles de façon globale? Versailles, avant Louis XIV, ce n'est rien. Sous Louis XIV, le château de Versailles tel que nous le connaissons n'existe pas encore et un petit pavillon de chasse dans lequel le père de Louis XIV vient se ressourcer, loin des tracas de la cour, qui est à Paris. Dans ce pavillon, il chasse, dîne, amène sa famille. À la mort du roi Louis XIII, Louis XIV n'a que 5 ans. La Fronde et les révoltes nobiliaires le mettent dans une situation délicate, avec le risque de le voir renversé. Cette fronde des nobles est favorisée par le fait que la cour du roi se trouve à Paris, ville politiquement dangereuse, avec une tendance à la révolte, comme le montre l'attitude de la Fronde lors de la Fronde du Parlement de Paris. De ce fait, Louis XIV prend la décision de déménager la cour du palais des Tuileries à Paris vers Versailles, qu'il fait aménager et embellir. Avec lui est déplacée la cour qui nécessite donc un approvisionnement régulier en nourriture. C'est dans ce contexte que, sous le commandement de Jean-Baptiste Laquintini, sont construits les potagers du roi, non pas dans un but ornemental, bien qu'ils conservent un aspect esthétique, mais afin de se procurer à la cour des fruits et légumes en toute saison. Une grille dorée mène à l'orangerie, dans laquelle les agrumes étaient stockés. Cette grille dorée, la voici. L'orangerie était chauffée non pas grâce à un système de chauffage abîmant les plantes, mais via conservation de la température par le bâtiment lui-même. Cette grille est une des rares grilles d'origine du palais, débouchant sur l'allée de la pièce d'eau des Suisses, qui elle-même mène à l'orangerie. Le grand carré, au centre, est consacré à la culture de légumes. En son centre se trouve un bassin circulaire qui, à l'origine, avait pour fonction de procurer de l'eau aux cultures. Aujourd'hui, ce bassin est davantage décoratif, puisqu'un système d'arrosage au compte-gouttes a été mis en place. On note qu'il existe de part et d'autre du bassin, ici et là, à l'est et à l'ouest, des rampes permettant le passage des charrettes. Les contre-espaliers, que l'on voit là, sont eux ornés de poiriers qui permettent la culture de la poire, un des fruits de prédilection de la cour. En effet, la cour favorisait les fruits tendres, comme les poires et les pêches, laquelle était le fruit favori de Louis XIV. Le bruit de la mastication était en effet vu comme grossier et on cherchait à l'éviter. Enfin, autour du grand carré que l'on voit là, se trouvent des chambres, comme ici et là. Les chambres sont dans des renfoncements abrités par des murs. On y cultive le pêcher, les pommiers, les poiriers. Cet abri offert par les murs et les renfoncements permettent l'émergence d'un microclimat qui favorise la culture de la poire ou de la pêche ou encore de la pomme en toute saison. Ou du moins dans une saison plus importante que les productions qu'on pourrait espérer dans le nord de la France. Les arbres fruitiers sont plus résistants grâce à la création de microclimats. De ce fait, l'importance des fruits à la cour de Versailles rompt avec les habitudes de la gastronomie française. On voit jusqu'à la Renaissance une place importante des viandes rôties, et cette culture permet l'apparition à la cour du roi d'une place plus importante de fruits et légumes, notamment traduit dans notamment les desserts. Le sucre étant encore rare sous Louis XIV, on assiste à l'émergence de desserts fruités, sucrés, grâce aux fruits. Macarons, pâtes de fruits, confitures s'installent durablement à la table du roi. Enfin, les jardins ont un aspect pédagogique. Bien qu'il fût sujet de les détruire pendant la Révolution, les aspects de jardins nourriciers permettent de les sauver. En 1873, les jardins furent convertis en une école d'horticulture, dont les locaux sont au fond,
pour sauvegarder les méthodes ancestrales agricoles françaises et en faire un centre de formation. Aujourd'hui, ils abritent les locaux de l'École nationale supérieure du paysage qui prend en charge la gestion du potager avec ses élèves. S'y pratiquent encore des méthodes innovantes comme la rotation des cultures, la parcellisation ou encore le palissage. Les fruits et légumes obtenus par ces procédés sont revendus sur le marché le jeudi.